Monsieur Laurent Alexandre, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'accepter ma question. Alors, ma première question portera sur la liberté vaccinale et le principe de responsabilité. Donc, à titre personnel, je suis attaché aux libertés, pas à la liberté avec un grand L de égalité, liberté, fraternité. Je suis plutôt attaché aux libertés et donc au principe de responsabilité. Je vous prends un exemple. Je trouve ça étonnant que un gouvernement nous impose de mettre une ceinture de sécurité dans la voiture, étant donné que si je prends ma voiture et que j'ai un accident et que j'ai pas mis ma ceinture, c'est de ma propre responsabilité. Je ne comprends pas pourquoi l'État impose une loi. Et donc ma question est sur la liberté vaccinale. Pourquoi aujourd'hui un gouvernement républicain impose aux parents de faire vacciner leurs enfants en sachant que les parents sont responsables de leurs enfants et que l'hiver, quand il fait froid, si je ne mets pas d'écharpe pour sortir et que j'attrape un rhume, c'est de ma propre responsabilité. Donc en fait, la question que je vous pose, elle n'est pas de savoir si on est pour ou contre le vaccin. Moi, j'estime que chacun fait ce qu'il veut. C'est plutôt au niveau de la responsabilité individuelle. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ça, de cette obligation Alors, étatique? en matière de vaccination, il ne peut pas y avoir de liberté individuelle. L'éradication d'une maladie grave, comme la variole, a exigé la vaccination obligatoire de tout le monde. Si on a éradiqué sur Terre la variole, qui faisait 300 millions de morts par siècle, et qui faisait encore dans le monde plus de 3 millions de morts par an avant l'éradication de cette maladie, si on l'a éradiquée, c'est parce qu'on a imposé la vaccination. Parce que s'il reste des réservoirs humains d'une maladie très grave, on ne peut pas l'éradiquer. Donc, l'obligation vaccinale est nécessaire si on veut éradiquer certaines maladies. On a éradiqué sur Terre la variole, qui est la maladie qui a fait le plus de morts sur Terre, qui a tué des milliards de terriens et qui est l'une des maladies qui a décimé les Amérindiens. Ce n'est pas la seule, mais c'est l'une des maladies infectieuses qui a décimé les dizaines de millions d'Amérindiens qui sont morts à l'arrivée des Espagnols et des Portugais. C'est grâce à la vaccination obligatoire que nous avons obtenu ces éradications et on peut espérer maintenant qu'on va aussi, par le même mécanisme de vaccination obligatoire dans le monde, éradiquer la polio, qui était une maladie extrêmement grave et dont on est en train de détruire les derniers foyers résiduels. Donc, le problème des épidémies n'est pas un problème de responsabilité individuelle, il y a des externalités qui font qu'on est obligé par moment d'imposer la vaccination. Alors, le Covid n'étant pas une maladie qui a une mortalité extrêmement forte, ce n'est pas la variole. Hein. La variole tue entre 30 et 50% des gens contaminés, ce qui n'est pas le cas du Covid. On peut se passer de la vaccination obligatoire. Donc on est sur une configuration différente. Je ne suis pas aujourd'hui favorable à ce qu'il y ait la vaccination obligatoire contre le Covid, mais s'il y avait une forme mutante qui entraîne une mortalité plus forte, je serais pour l'obligation vaccinale immédiate de la totalité de la population européenne et mondiale, y compris des enfants et des petits-enfants, ce d'autant que les vaccins à ARN messager sont très efficaces et ont extraordinairement peu d'effets secondaires. On n'a jamais vu une thérapeutique vaccinale aussi efficace et aussi peu dangereuse. Donc, on ne peut pas parler de responsabilité individuelle en matière de maladies infectieuses, car l'éradication suppose que tout le monde soit vacciné. On peut imaginer un autre scénario concernant la variole. On laisse les gens responsables et libres de ne pas se vacciner contre la variole à partir de 1950, et on aurait encore aujourd'hui 3 millions de morts par la variole sur Terre. C'est une stratégie en tant que médecin et en tant que citoyen que je trouve complètement débile et que je réprouve. Donc oui, je pense qu'on a eu raison d'éradiquer une maladie qui faisait 300 millions de morts par siècle, qui est la variole. Oui, je pense qu'on a raison d'éradiquer la polio, qui est une maladie terrible et qui entraîne des paralysies atroces. Il n'y a pas, en matière de vaccination, de liberté individuelle pour les maladies graves. Et je le répète,
Le Covid est un cas particulier puisque c'est une maladie grave mais pas très grave. Elle n'entraîne pas une mortalité très forte, donc l'obligation vaccinale n'est pas obligatoire de mon point de vue avec les souches actuelles, mais elle pourrait le devenir s'il y avait une évolution génétique de l'ARN des virus. Alors, il y a quelques années, certains disaient de manière ironique ou non que l'avenir de l'homme était la femme. Et aujourd'hui, ou même demain, certains disent que l'avenir de l'homme serait peut-être le robot ou le cyborg. Est-ce qu'on va vers un monde à la Skynet avec Terminator, où on parle beaucoup d'intelligence artificielle, où tout cela reste du domaine du fantasme et de l'utopie? Alors, on va vers une révolution technologique, c'est-à-dire qu'effectivement, l'homme 1.0 devient progressivement Homo Deus, un homme 2.0 doté de pouvoirs démiurgiques, mais c'est quelque chose qui va se faire sur un certain nombre de générations. Va-t-on vers une fusion partielle ou totale de l'humanité biologique avec des automates, avec l'intelligence artificielle dans les siècles qui viennent? Est-ce que Neuralink, les implants intracérébraux développés par Elon Musk, vont radicalement changer notre humanité? Va-t-on développer le bébé à la carte avec la possibilité pour les parents de choisir les caractéristiques génétiques de leurs enfants? Va-t-on faire de la manipulation génétique à grande échelle dans certains pays dans les décennies qui viennent? Aujourd'hui, on ne le sait pas. C'est une incertitude technopolitique, à la fois technologique. Est-ce que la technologie sera suffisamment sûre pour que les parents modifient l'ADN de leur bébé? Et puis politique, est-ce que les États accepteront ces transgressions majeures qui vont progressivement changer l'humanité? Il y a plusieurs scénarios. Moi, je n'ai pas la réponse. Mon sentiment, c'est que cette réponse va être drivée par le caractère ultra nationaliste et transhumaniste de la Chine. C'est-à-dire que le fait que le gouvernement chinois soit à la fois très techno-oriented et à la fois très nationaliste est un driver historique majeur du XXIe siècle, parce que la Chine va probablement être le premier pays à upgrader, enhancer au sens anglo-saxon du terme, sa population par la génétique. D'abord parce que la population le souhaite. Les sondages internationaux montrent que 50% des jeunes Chinois souhaitent augmenter les capacités intellectuelles de leurs enfants par des technologies génétiques et biotechnologiques. Et puis parce que le gouvernement chinois veut venger la Chine des humiliations que l'Occident lui a fait subir avec la politique des canonnières au XIXe siècle. Et donc, il va y avoir une volonté de revanche de la Chine, et pour devenir la première économie mondiale, la première puissance mondiale au XXIe siècle, le chemin le plus court dans un siècle ultra technologique, ultra complexe, dans une économie de la connaissance, dans une économie de la science, le plus simple, c'est de fabriquer des petits génies à la chaîne. Donc, la Chine va probablement entraîner une accélération du mouvement vers Homo Deus, parce qu'elle va sans doute, de mon point de vue, vouloir devenir la première puissance mondiale par l'eugénisme intellectuel, que cet eugénisme soit génétique ou soit électronique. Merci. Alors, par le passé, certains ont voulu réduire les inégalités sociales. Et aujourd'hui, on entend que certains veulent réduire les inégalités intellectuelles en se basant sur des études de quotient intellectuel. Et là, vous en avez parlé, modification génétique pour obtenir des génies, etc. Ma question est la suivante. L'égalitarisme ou l'utopie égalitaire, que ça soit dans le domaine social, racial ou intellectuel, n'est-elle pas ou ne sont-elles pas fondamentalement des poisons de l'humanité? Alors moi, je ne le crois pas. Moi, je ne suis pas pour une humanité à plusieurs vitesses. Je crois à une humanité unique, avec une dignité égale pour tous les êtres humains. C'est la raison pour laquelle je suis favorable à la diminution des inégalités cognitives. Dans les siècles qui viennent, dans un monde ultra complexe et ultra technologique, il y a à l'évidence un avantage extraordinairement fort pour les gens les plus innovants et les plus intelligents. Et donc, les inégalités intellectuelles, les inégalités cognitives vont être à l'origine d'inégalités en termes de pouvoir, de compréhension du monde, en termes de revenus, en termes socio-professionnels de plus en plus importantes. Donc, plus nous allons avancer dans une économie de la connaissance, plus les inégalités
intellectuelles vont entraîner des inégalités sociales et économiques. Le lien entre nos capacités cognitives et nos revenus et notre pouvoir va devenir de plus en plus exponentiel. On voit d'ailleurs aujourd'hui qu'il est de plus en plus difficile aux gens moins doués, moins favorisés sur le plan intellectuel, de comprendre l'extrême complexité du monde. Comprendre comment fonctionne un vaccin à ARN messager, c'est très compliqué. C'est plus compliqué que de comprendre un brevet qu'on appelait jadis une lettre patente du temps de Louis XVI en 1785. Donc la complexité du monde empêche les gens qui ont de moins grandes facilités cognitives de comprendre comment fonctionne justement notre monde. Je pense que ce serait un danger majeur pour l'humanité de ne pas lutter contre les inégalités cognitives. D'abord parce que ça créerait des citoyens de deuxième génération, ça conduirait à ce que Harari appelle des dieux et des inutiles, des dieux qui comprennent le monde de demain, et puis des inutiles, selon la terminologie d'Harari, qui ne comprennent pas la complexité du monde et qui sont marginalisés. Et ce serait une situation révolutionnaire, instable et injuste. Donc je pense que le grand combat du XXIe siècle, c'est un combat politique pour réduire les inégalités intellectuelles par l'éducation et par des technologies qui existeront demain. Je pense qu'un monde à deux vitesses avec une petite élite qui comprend l'économie ultra complexe de 2080 et puis une masse importante de gens qui n'arrivent pas à comprendre les technologies qui fondent notre monde serait injuste et dangereux. Merci de votre réponse, mais quand vous parlez du monde de demain avec des citoyens de deuxième ou troisième zone, ça existe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des gens qui sont déclassés, mais au-delà de tout ça, Monsieur Laurent Alexandre, la question de la limite, où on met la limite, parce qu'aujourd'hui on voit bien qu'il y a des tentatives d'expériences de chimères, on mélange des spermes et des ovules d'animaux différents. Apparemment, il y a des expériences qui vont être également faites sur des humains et des animaux. Où s'arrête en fait la limite, selon vous? Ben, nous ne la connaissons pas. D'accord. Si on avait dit à Napoléon Bonaparte que dans son pays chéri, en 2021, 2 hommes pourraient se marier et faire des bébés par GPA après fécondation in vitro, il aurait été affolé. Si on avait dit à Napoléon Bonaparte, mort il y a juste 200 ans, puisque nous sommes en mai 2021, qu'un jour, on envisagerait de faire des utérus artificiels, ce qui permettrait à 2 hommes homosexuels de faire des bébés sans femme, il aurait été affolé. Et il aurait trouvé ça attentatoire à la dignité humaine. Donc, que savons-nous aujourd'hui de ce que nos arrière-petits-enfants trouveront normal, trouveront sain, trouveront légitime? De leur définition de la dignité humaine, nous n'en savons rien. Est-ce que nous allons rentrer du fait de la pression très forte des écologistes et des croissantistes vers un monde anti-technologique? On a vu que beaucoup d'écologistes sont contre les OGM, contre la 5G, contre un ensemble de technologies. Ou au contraire, va-t-on vers une politique davantage transhumaniste qui pense qu'il est légitime de changer l'homme pour augmenter son pouvoir? Je ne le sais pas. Mon sentiment, c'est que la société et la politique deviendra plus transhumaniste dans les décennies et dans les siècles qui viennent, mais c'est une prédiction, hein, je n'en sais rien, et puis je serai mort, je ne vivrai pas ces moments-là. Mais donc là, nous avons une grande incertitude sur où sont les lignes rouges. Nous avons jusqu'à présent dépassé toutes les lignes rouges. Si on avait parlé de la pilule contraceptive aux dirigeants politiques de 1920, ils auraient été consternés. Quand on a commencé les premières fécondations in vitro pour permettre aux couples stériles d'avoir des bébés au début des années 80, et la fin des années 70, début des années 80, les gens étaient abasourdis. Les sondages aux États-Unis dans les années 80 montrent qu'une immense majorité des gens trouvent que c'est affreux de faire des bébés en éprouvette pour permettre aux couples stériles d'avoir des enfants, parce que cela va contre le dessein de Dieu.
Aujourd'hui, il y a une grande majorité aux États-Unis pour penser qu'il est légitime qu'un couple stérile, au moins un couple hétérosexuel, puisse faire des bébés par fécondation in vitro. Et dans un pays comme la France aujourd'hui, il y a un consensus pour que la PMA soit possible pour les couples stériles hétérosexuels, mais aussi pour des couples homosexuels. Donc, l'évolution des lignes rouges technopolitiques, elle est extrêmement rapide. Il est probable que dans 50 ans, on trouvera que de mettre des implants Neuralink dans le cerveau des enfants n'est pas illégitime et n'est pas attentatoire à la dignité humaine. C'est un pari que je fais. Je pense que dans les décennies qui viennent, nous accepterons plus de transgressions pour des raisons intellectuelles. La complexité du monde ne va pas diminuer parce que la technologie rend le monde extrêmement complexe. Donc, on va souhaiter qu'une majorité des gens dans nos pays comprennent la technologie. On voit bien aujourd'hui le caractère fou des débats sur les OGM, sur les vaccins ARN. La plupart des gens ne comprennent pas ce qu'est un morceau d'ARN, si l'ARN peut rentrer dans le noyau et fabriquer un morceau d'ADN par la reverse transcriptase, etc. Et effectivement, c'est trop compliqué. C'est accessible à quelques pourcents de la population. Et mon sentiment profond, c'est que dans les décennies qui viennent, on va trouver que c'est injuste, que des gens, parce qu'ils ont des capacités cognitives moins bonnes, gagnent beaucoup moins, fassent des métiers moins intéressants, ne participent pas à la construction du monde de demain, gagnent des clopinettes et soient paumés dans le monde ultra-technologique. Car la réalité, c'est que les gens moins doués sur le plan cognitif vont être dans un brouillard technologique complet, vont être complètement paumés. On est en train de fabriquer un monde complexe avec des gens perdus dans le brouillard. Ce n'est plus le brouillard de la guerre de Clausewitz, c'est le brouillard technopolitique. Donc oui, je crois qu'il est de notre devoir de lutter contre les inégalités cognitives, pas uniquement parce que les gens paumés dans la technologie vont faire la révolution, et les Gilets jaunes n'est qu'une première étape de ce mouvement. Pas seulement pour ça, mais surtout parce que c'est dégueulasse de laisser des gens paumés et inquiets et incapables de comprendre. Et gagnant beaucoup moins que ceux qui ont les capacités cognitives pour participer à ce nouvel Eldorado vers l'homme 2.0 que sont les technologies NBIC. Et vous ne pensez pas que dans ce futur, avec cette humanité 2.0 transhumaniste, il y ait également, parce que c'est dans la nature humaine, il y a également des citoyens de deuxième et troisième zone. C'est-à-dire qu'il y aura des personnes qui auront la capacité d'avoir 4 implants. Et puis vous, qui êtes plus riche que moi. Mais je ne crois pas. Tu fais une erreur fondamentale. Tu penses que la technologie va être coûteuse. Fabriquer un bébé à la carte en éprouvette en 2050, ça coûtera rien. Les technologies génétiques ont vu leur prix divisé par 10 000 sur les 7 dernières années. Les implants Neuralink qui coûteront rien, comme les smartphones ne coûtent rien. L'erreur, c'est de penser que ces technologies seront élitistes parce qu'elles seront coûteuses. Elles vont être gratuites. Un implant Neuralink en 2080, ça coûtera $50. Et si ça permet aux gens pauvres d'avoir des bébés qui ont les capacités cognitives de Bill Gates ou de Mark Zuckerberg, l'avantage sera pour eux immense. Et le bébé à la carte, les modifications génétiques ne coûteront rien. Le coût de la fécondation in vitro s'est effondré, la technologie est totalement banalisée. Donc, il n'y aura pas d'élitisme à cause du coût de la technologie, parce que les technologies d'Homo Deus vont être gratuites. Donc le problème n'est pas un problème d'accès à la technologie, ça va coûter 0 à terme. Le problème est un problème politique et philosophique, et je n'ai pas la réponse. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal? Je n'en sais rien, et puis de toute façon, mon opinion, on s'en tamponne, parce que je ne serai plus là, et ce n'est pas moi qui vais décider, ce sont mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, etc., etc. On se moque de l'opinion de Napoléon ou de Louis XIV sur la fécondation in vitro et sur le mariage gay. Donc, on se tamponne de l'opinion des gens de 2021 sur ce qu'il va falloir faire, parce que ce ne sont pas eux qui vont décider, ce sont des gens qui auront une vision totalement différente et probablement plus transgressive. Il est clair que la génération digitale natives
elle sera plus transgressive que nos grands-parents. Donc, le débat technopolitique est un débat gigantesque. Je regrette qu'il ne soit pas mené. Et personnellement, j'ai la conviction que mon opinion n'a pas beaucoup de valeur et que, de toute façon, je suis à côté de la plaque et que je n'imagine pas les problématiques technopolitiques qui vont se poser dans les siècles qui viennent et dans les décennies qui viennent. J'ai quelques intuitions, comme celle que j'exposais tout à l'heure, qui est que on ne tolérera pas les inégalités cognitives dans le futur et qu'il y aura un droit opposable à l'intelligence dans le futur. De même que personne n'accepterait qu'un enfant leucémique ayant des parents pauvres crève dans la rue avec une sécurité sociale qui ne rembourse pas la chimiothérapie parce qu'elle est trop chère. Je pense que dans le futur, on pensera la même chose de l'intelligence et qu'on trouvera absolument minable qu'au début du XXIe siècle, on fabrique des bébés moins malins que d'autres bébés. Mais alors, et dès que les technologies de neuroenhancement seront matures, ma conviction profonde, c'est qu'on les diffusera et qu'elles seront remboursées par la sécurité sociale. Mon sentiment, c'est que quand les implants Neuralink marcheront, eh bien, ils seront remboursés par la sécurité sociale dans tous les pays démocratiques. Alors, très rapidement, je voudrais changer de sujet, mais juste pour clore cette partie qui est très intéressante, c'est que aujourd'hui, un smartphone, ça coûte quand même encore 800, 900 euros. Et en France, le SMIC est à 1200, 1300. Donc, le smartphone reste quand même un coût, mais c'est pas, peu importe, évacuons ça. En fait, moi, j'entends ce n'est pas vrai. Je te trouve des smartphones avec des écrans 6,5 pouces à 150 euros. Ce n'est pas vrai. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir un iPhone 12 Max Pro. Donc non, la technologie du smartphone, elle est totalement démocratisée. Et d'ailleurs, il s'en vend 1,5 milliard sur Terre. Et même dans les pays pauvres, par exemple d'Afrique subsaharienne, on a une généralisation aujourd'hui des smartphones. Mais alors, admettons, très bien. Alors, pas forcément des iPhones. Et ce sera le cas pour toutes les technologies d'Homo Deus. Elles ne vont rien coûter quand elles vont être produites de façon industrielle à grande échelle. Alors, admettons très bien, mais est-ce que vous ne pensez pas que dans la nature de l'homme, il y a toujours une volonté en fait, vous faites deux paris. Alors, c'était pas prévu comme question, mais je vous la pose. Hein. Vous faites deux paris. Vous faites le premier pari que ces technologies vont diminuer et baisser, voire même être complètement gratuites, voire remboursées. Très bien, admettons. Et en fait, vous faites un deuxième pari, c'est que les gens qui vont créer tout ça vont le mettre à disposition de tout le monde. Or, on voit bien que l'histoire de l'humanité montre bien qu'il y a toujours des dominants, des dominés. Enfin, vous savez, quand il y a une révolution, le monde, il change, mais il change pas pour tout le monde en bien. Donc, moi, ma question, c'est plus au niveau de l'humain. Est-ce que vous pensez que les gens sont généreux pour mettre à disposition Non, les gens ne sont pas généreux, mais il n'y a pas d'autre solution. Soit le monde de demain, c'est Métropolis, soit les élites partagent l'intelligence. Et mon sentiment, c'est que le XXIe siècle va être un siècle de travail des élites sur elles-mêmes pour partager l'intelligence. Quand j'ai écrit La guerre des intelligences, ou dans le livre dans lequel je défends l'idée qu'il faut que les élites partagent l'intelligence avec la totalité de la population, j'ai vu des réactions de philosophes qui étaient très opposés à ce partage de l'intelligence et qui en privé me disaient « mais t'es fou ! Si on partage l'intelligence et que tout le monde est intelligent, que va devenir notre magistère à nous, élite intellectuelle ?» Et une grande philosophe française a écrit dans Le Point pour critiquer la guerre des intelligences. Mais pourquoi Laurent Alexandre veut-il rendre tout le monde intelligent ? Il y a une grande dignité à être chauffeur de poids lourd. C'était un propos extraordinairement méprisant, venant pourtant d'une philosophe de haut niveau. Donc oui, je pense que le paternalisme cognitif d'une partie des élites intellectuelles qui pensent qu'il est légitime qu'on garde un monde à deux vitesses avec des élites qui comprennent la marche du monde ultra complexe et puis une masse qui ne comprend pas et qui doit être canalisée, dirigée par des leaders
cognitivement plus favorisés. Cette vision-là, je la trouve minable et je la trouve intenable. Donc oui, je pense que on va sortir d'un modèle anti-égalitaire sur le plan cognitif, avec des élites intellectuelles qui possèdent, contrôlent tous les pouvoirs et qui dirigent les autres. Je pense que c'est la vraie révolution. La révolution, c'est pas 1789. En 1789, on a remplacé des élites aristocratiques par des élites bourgeoises et ce sont en pratique au XIXe siècle les élites intellectuelles qui ont pris le pouvoir politique, puis le pouvoir industriel avec la première puis la deuxième révolution industrielle. Donc oui, c'est une révolution majeure. Le partage de l'intelligence et notre capacité à industrialiser la fabrication d'intelligence, qu'elle soit biologique ou artificielle, c'est la plus grande révolution de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que la fabrication d'une quantité incroyable d'intelligence, avec une intelligence qui devient gratuite ou quasi gratuite. Intelligence biologique gratuite, augmenter le QI des gens en 2100, ce sera gratuit. Et puis fabriquer de l'intelligence artificielle, plus ou moins connectée via des implants de type Neuralink au cerveau biologique, c'est la grande révolution des 200 prochaines années. Mais nous ne sommes qu'au début des révolutions technopolitiques et il nous est impossible d'imaginer comment va se structurer la noosphère de Teilhard de Chardin, c'est-à-dire la fusion des cerveaux biologiques et puis des cerveaux artificiels. Teilhard de Chardin avait une vraie intuition quand il a défini ce nouvel animal politique qu'est la noosphère, qui est une espèce de communisme cognitif où nous mettons en commun nos cerveaux et l'intelligence artificielle pour créer un monde nouveau et un monde rapidement évolutif. La technologie va de plus en plus vite et elle va aller de plus en plus vite. Et la technologie crée cette rupture majeure, cette rupture ontologique, cette rupture anthropologique, qui est l'ère de l'intelligence gratuite, industrialisable, produite en quantité infinie, très vite, ce qui va créer des frottements philosophiques, moraux, éthiques et politiques absolument majeurs dont nous n'avons aujourd'hui aucune idée. Oui, le partage de l'intelligence au XXIe siècle est le phénomène le plus important de notre histoire. Alors, on va changer de sujet juste rapidement, mais voilà, c'est juste un petit commentaire. C'est que le partage de l'intelligence me fait penser au partage des richesses. Mais bon, on va changer de sujet si vous le voulez bien. Vous avez récemment déclaré dans un tweet qui a fait couler beaucoup d'encre, un peu comme souvent avec vos tweets qui ont toujours l'art et la manière de pointer certains sujets. Vous avez dit, donc c'est votre tweet, hein, je vous cite, « Le grand remplacement n'est pas le fruit d'un complot malin, il est dû à l'effondrement démographique français. » Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une tendance qui est insupportable, qui est on en parlera juste après, qui est le complotisme délirant de certains, qui voient des complots partout et enfin bref. Par contre, est-ce que quand même vous reconnaissez qu'en France, il y a eu quand même des facteurs aggravants. Alors, ça peut-être pas vous plaire, mais comme l'avortement, par exemple, depuis 1975, avec 200 000 meurtres par an dans le ventre de leur mère, donc 200 000 fois 40 années, ça fait quand même beaucoup d'enfants qui ne sont pas nés, donc chute de la démographie. Et surtout sur le point de vue intellectuel, sans parler du complot maçonnique ou juif ou extraterrestre ou que sais-je, il y a quand même eu depuis des années des attaques contre la figure du père, la figure de l'homme blanc et même l'image de la famille, sans oublier également la dévirilisation de l'homme européen ou de l'homme occidental. Donc, est-ce que ces vrais facteurs qui sont réels, sans parler de théorie du complot, n'expliquent-ils pas aussi cette chute vertigineuse de l'effondrement démographique français? Alors, je ne reprendrai pas la thématique issue de l'extrême droite que tu prends, parce qu'elle n'est pas la mienne. Moi, je suis un libéral, je ne suis pas un identitaire. Moi non plus, hein, je suis pas identitaire ni d'extrême droite. Le problème d'effondrement démographique, il n'est pas spécifique à l'Occident. La population s'effondre au Japon, elle s'effondre en Corée du Sud, elle s'effondre à Taïwan. La population en Corée du Sud va chuter. Je parle des pays développés.
Il n'y a qu'un seul endroit où la population ne chute pas ou ne s'apprête pas à chuter aujourd'hui, c'est l'Afrique subsaharienne, pour des raisons que l'on connaît. La population au Brésil va baisser, la population en Turquie va baisser d'ici 2050. Elle se stabilise dans la plupart des zones. Il n'y a plus que 2 foyers démographiques dynamiques, c'est l'Asie du Sud et puis l'Afrique subsaharienne. La fécondité commence à baisser fortement dans les pays arabes. Le nombre d'enfants par femme au Maroc, en Tunisie, en Algérie a énormément baissé. Donc on est dans un phénomène de stabilisation démographique sur Terre, sauf en Afrique noire. Ce qui crée bien sûr des tensions, notamment pour un pays comme la France, qui a des liens privilégiés avec l'Afrique noire francophone, qui est une zone d'extrême dynamique démographique. Alors, donc je ne crois pas qu'il y ait un problème spécifique à l'Occident chrétien, pour reprendre la thématique des identitaires, mais en Europe, il y a un effondrement démographique lié au fait que les jeunes générations ne veulent pas faire de bébés, et ce courant est encouragé par les ayatollahs verts qui expliquent que les petits occidentaux consomment trop, produisent trop de CO2, qu'il faut laisser de la place aux petits-enfants issus de l'immigration d'Afrique noire subsaharienne. C'est le discours de pas mal d'écologistes qui disent que les Français doivent arrêter de faire des bébés pour laisser la place aux Africains. Yves Cochet l'a dit, Aurélien Barraud l'a dit. C'est un discours qui est de plus en plus récurrent chez les écologistes. Donc, les Occidentaux font pas de bébés et les Verts les poussent à en faire encore moins pour laisser la place à l'immigration. Donc, c'est un discours qui explique l'effondrement démographique. Il n'y a pas de complot favorisant le grand remplacement. Il y a une modification démographique majeure en Europe qui est évidente et qui est liée au fait que l'Europe n'arrive pas à réguler ses frontières parce que l'Europe est faible et que Frontex est inefficace, et puis que les Européens ne font plus d'enfants. Si les Européens veulent freiner la modification démographique radicale à l'heure actuelle, ils ont qu'à renforcer les pouvoirs de Frontex et à faire des bébés. Sauf que même les identitaires font pas de bébés. Donc je dis aux identitaires, dont je ne partage pas les idées, vous êtes complètement cons et masochistes. Si vous pensez qu'il faut arrêter la transition démographique majeure, eh bien il faut arrêter de faire 0 ou un bébé. Plus généralement, ce que je trouve dommage dans le débat sur l'immigration et sur l'assimilation, c'est l'absence de culture historique des identitaires. On en parlait hors antenne tout à l'heure. Les identitaires ont oublié l'histoire des migrations. Alors, je ne veux pas faire un cours d'histoire génétique, mais l'Hexagone a été le fruit de multiples invasions démographiques, et la première, c'est celle qui a amené des Homo sapiens sur l'actuel sol de l'Hexagone au moment où Néandertal a disparu. Homo sapiens a remplacé à partir d'il y a 42 000 ans Homo sapiens, Homo néandertalis qui a disparu. Les Homo sapiens qui sont arrivés il y a 42 000 ans ont fabriqué la grotte Chauvet, ont peint Lascaux, et puis autour de 5000 avant Jésus-Christ, ils ont été massivement remplacés par des gens qui sont arrivés du plateau anatolien et du croissant fertile et qui ont amené la civilisation agricole. C'est un grand remplacement massif, puisqu'il y a eu une marginalisation génétique des hommes qui ont créé Lascaux, la grotte Chauvet, et qui ont été présents dans l'Hexagone pendant 35 000 ans. Il y a eu une modification génétique massive, c'est-à-dire qu'il y a eu une division par 10 de la présence génétique des chasseurs-cueilleurs quand les agriculteurs sont arrivés, il y a 7000 ans. Et paradoxalement, et c'est un fait que les identitaires ont du mal à accepter, ça a conduit à blanchir
la population de l'Hexagone, puisque la population des chasseurs-cueilleurs, les gens qui ont fait Lascaux, avaient une peau très foncée, parfois noire, comme en Angleterre, et ils ont été remplacés par des populations de l'actuelle zone arabo-musulmane qui étaient plus claires, et ils ont blanchi la population des actuels Français. Et d'un point de vue génétique, on commence à séquencer de plus en plus d'ADN ancien. Le phénomène de métissage qui s'est fait entre les gens qui ont fait Lascaux et puis les agriculteurs venant du croissant fertile et puis du plateau anatolien a été un phénomène absolument fascinant qui a duré quelques siècles et qui a été extraordinaire et qui a apporté la civilisation aux actuels Français avant un nouveau métissage en 3000 avant Jésus-Christ où des cavaliers des steppes du nord de la mer Noire ont à nouveau apporté une modification génétique radicale. Alors, et puis les identitaires nous expliquent que l'assimilation n'a jamais eu lieu est compliquée, mais ils oublient que dans le passé, il y a eu des assimilations, mais qui ont pris du temps. Hein. Quand les Francs ont pris le pouvoir politique à partir de 410 après Jésus-Christ, le pouvoir politique dans l'Hexagone, l'assimilation a été lente. C'est-à-dire Charlemagne, qui était roi franc, empereur franc, Charlemagne, en 800, est empereur de la zone franque. Il ne parle pas le latin qui est en train de devenir le vieux français. Il est encore germanophone. C'est-à-dire que Charlemagne, 400 ans après l'arrivée des Francs sur le sol hexagonal, il est encore germanophone de langue maternelle. Il parle le francique, qui est un parler germanique, et sa langue maternelle, la langue dans laquelle sa maman lui parle et lui a appris la vie, c'est encore une langue germanique. 400 ans après la prise de pouvoir par les Francs de l'actuelle France, Charlemagne, l'empereur, il est encore germanophone de langue maternelle. On voit que l'assimilation a été très lente, c'est-à-dire que la prise de pouvoir par les Allemands, qui étaient les Francs, elle s'est déroulée sur pas mal de siècles. Et puis progressivement, après Charlemagne, et notamment après le traité de Verdun en 843, qui a partagé l'empire de Charlemagne entre les trois petits-fils de Charlemagne, la langue maternelle a cessé d'être une langue germanique dans la partie occidentale de l'empire de Charlemagne qui va donner plus tard l'Hexagone. Donc l'assimilation, elle est lente, l'assimilation, elle est laborieuse. Les assimilations dans le passé ne se sont pas faites en 5 minutes et l'histoire de la France et l'assimilation des Francs en est un exemple magnifique. Et je taquinais l'identitaire Conversano, qui est d'origine italienne, hein, comme son nom l'indique, en lui rappelant qu'au début du XXe siècle, les identitaires de l'époque, les ultranationalistes de l'époque, les racistes de l'époque, les historiens racialistes et identitaires de l'époque nous expliquaient que jamais le million d'immigrés italiens ne pourrait s'assimiler à la République et qu'il fallait organiser la réémigration et les envoyer en Italie par le prochain train. On voit bien que l'assimilation a été parfaite. Elle a même été tellement parfaite que les descendants du million d'émigrés italiens du début du XXe siècle, pour la plupart, ne parlent plus italien et ne parlent que français. Donc, à chaque fois qu'on a pensé que l'assimilation, le métissage était impossible, en réalité, il s'est fait. Et ma conviction, c'est que les populations immigrées actuelles seront assimilées par métissage dans les 150 années qui viennent, quoi qu'en pensent les identitaires. Merci de votre réponse, même si on s'est un tout petit peu écarté de la question démographique. Alors juste 3 précisions pour ceux qui connaissent pas mon travail. Donc je suis très heureux d'interroger Laurent Alexandre. Alors je précise que ce n'est pas un débat. Je pose des questions et mon invité est libre de répondre. Je me fais parfois l'avocat du diable, mais voilà, je ne débat pas avec mon interlocuteur. Juste une autre précision. Être contre l'avortement n'est pas une théorie d'extrême droite, c'est simplement défendre une position catholique. Et je suis catholique. Et enfin, voilà, vous l'avez compris, je ne suis pas du tout d'extrême droite. Alors, Monsieur Laurent Alexandre, j'ai une autre question.
C'est-à-dire que quand Internet est devenu grand public, beaucoup de personnes de votre, on va dire, de votre camp intellectuel avaient prédit, avaient parié que cet outil pourrait augmenter le niveau intellectuel moyen des utilisateurs. Et en fait, on s'aperçoit que pour avoir un peu travaillé sur le sujet à l'université, une personne qui regarde la télé-réalité sur la télévision, télé-réalité qui n'est ni de la télé ni de la réalité, on s'aperçoit que une personne qui va regarder ce genre de programme sur Internet, elle va regarder le même genre de programme. Et donc, en fait, il y a eu un peu un échec. C'est-à-dire que une personne qui ne sait pas chercher du contenu intelligent et pertinent sur Internet, le fait de rendre Internet grand public, ça ne change rien. En son temps, feu Jacques Chirac avait même parlé de la fracture sociale. Et aujourd'hui, Internet, alors, propose également pléthore de contenus intéressants, et pourtant, les gens n'y vont pas. Comment l'expliquez-vous? Alors d'abord, attention aux études qui montrent que les enfants qui regardent de la télé-réalité sont moins intelligents et moins cultivés et réussissent moins à l'école que ceux qui ne regardent pas la télé-réalité. Ce n'est pas un effet télé-réalité. C'est que c'est dans les milieux populaires qu'on laisse les enfants regarder la télé-réalité. Dans la haute bourgeoisie, si un gamin veut regarder koh-Lanta, on lui file une paire de baffes et on l'envoie retourner lire Proust. Donc, ce n'est pas un effet télé-réalité. Ça traduit juste le fait que c'est dans les milieux populaires qu'on laisse les enfants regarder de la télé-réalité. Dans la bourgeoisie intellectuelle, on ne laisse pas les enfants regarder de la télé-réalité. C'est la même erreur. Excuse-moi, 30 secondes, après je laisse pas. En fait, ce que je voulais dire, c'est que les personnes qui regardent la télé-réalité, indépendamment du milieu social, lorsqu'elles vont sur Internet, elles ne regardent pas les contenus intelligents. C'est tout ce que je voulais dire. En fait. Ce n'est pas parce qu'on regarde de la télé-réalité qu'on est moins malin, c'est parce que les enfants moins malins regardent la télé-réalité. C'est un problème de confusion entre la corrélation et la causalité. C'est la même chose sur le hashish. Les études montraient que le hashish diminuait le quotient intellectuel des enfants qui en consomment beaucoup, de 7 à 8 points. En réalité, quand on a regardé les capacités intellectuelles des enfants avant qu'ils commencent le hashish, on s'est rendu compte qu'on s'était trompé. Le hashish ne diminue pas le quotient intellectuel des enfants, mais les enfants à plus bas quotient intellectuel sont des plus gros consommateurs de hashish que les enfants à haut quotient intellectuel. Et quand on regarde entre les enfants qui sont des gros consommateurs de hashish et ceux qui ne consomment pas de hashish, avant la première prise de hashish, il y a entre 6 et 7 points de différence de quotient intellectuel. Donc ce n'est pas le hashish qui rend con, c'est que les enfants moins malins et moins intelligents ont une chance beaucoup plus importante de devenir gros consommateurs de hashish que les enfants plus malins. Donc, il faut faire attention à ne pas confondre corrélation et causalité. En revanche, les études ont montré que si le hashish ne diminue pas le quotient intellectuel, il diminue vraiment la mémoire des enfants. C'est pour ça que je suis favorable à ce qu'on lutte contre la consommation de hashish, même si je suis favorable à sa dépénalisation. Mais la dépénalisation du hashish n'empêche pas de lutter contre la consommation par nos enfants. Donc, il faut faire attention. C'est toujours la même chose. Il ne faut pas confondre corrélation et causalité. Les gens qui possèdent un Picasso vivent plus longtemps que les gens qui n'ont pas de Picasso. Les gens qui possèdent un Picasso ont une probabilité d'avoir un cancer plus faible que les gens qui n'ont pas de Picasso, mais c'est pas parce que les Picasso fabriquent des rayons qui protègent du cancer et qui permettent d'allonger la vie. C'est simplement parce qu'un Picasso, ça coûte des millions et des millions, et que les gens très riches vivent plus longtemps que les gens pauvres, et que les gens très riches font moins de cancer, beaucoup moins de cancer que les gens pauvres. Donc, dans ces 3 exemples, je voudrais montrer qu'il faut faire attention à ne pas confondre la corrélation et la causalité. Donc, oui, les gamins qui regardent la télé-réalité ont moins de facilité en classe que les gens qui lisent du Proust, que les gamins qui lisent du Proust chez eux, c'est clair, mais c'est pas la télé-réalité qui en est responsable. La consommation de télé-réalité n'est pas ce qui produit les inégalités, elle en est le reflet, elle en est le témoin. Mais effectivement, pour revenir à ta question, il y a eu, entre 1995 et 2000, une naïveté des pro-technologies et des geeks qui ont pensé qu'on aurait
que le web allait être un outil qui allait diminuer les inégalités intellectuelles et qui allait partager la connaissance. Et là, c'est un pari qui est perdu. Vous êtes d'accord? Ce pari est perdu pour une grosse partie de la population. C'est-à-dire que le web a augmenté l'accès à la culture pour les élites intellectuelles et a plutôt dégradé la situation pour les gens moins favorisés. Pour une raison très simple, c'est que le web crée une quantité incroyable de contenu, beaucoup de très bons contenus, et puis encore plus de contenus pourris. Et que se repérer dans cette obésité informationnelle, dans ce tsunami de data, est très difficile. Il faut être très intelligent pour arriver à faire le tri des informations. Et quand on est moins malin, eh ben, c'est difficile. Ça prend du temps de trier l'information. Quand on fait une requête Google et qu'on voit des milliers et des milliers de réponses, quand on est un lecteur très rapide, qu'on a une bonne mémoire, qu'on est intelligent, qu'on est rapide, on s'en sort. Puis quand on lit lentement, quand on est moins malin, quand on a moins de mémoire, eh ben, c'est l'enfer. Donc, l'obésité informationnelle générée par les débuts de l'embryon de noosphère dans lequel nous sommes aujourd'hui plongés, crée des inégalités parce que la chose la plus difficile, c'est de trier l'information. Et donc, face à l'obésité informationnelle, nous créons un océan, une fracture, une falaise entre ceux qui sont capables, qui sont lecteurs rapides et qui sont très rapides, qui sont capables de trier l'information et ceux qui ont plus de mal. Donc oui, le web a augmenté les inégalités entre les gens. Elle n'a pas été un facteur de diminution des inégalités. Entre les gamins qui, en 2021, sont abonnés dès qu'ils sont adolescents à The Economist par papa-maman dans la haute bourgeoisie, et puis les gamins qui sont biberonnés au contenu complotiste, au contenu nul, au contenu indigent sur le plan intellectuel sur Facebook, eh bien l'écart a augmenté par rapport à la situation qui prévalait en 1980. Oui. Les enfants favorisés, les enfants des milieux favorisés sont poussés à consommer du contenu de haute qualité pendant que les enfants de milieux plus défavorisés consomment de plus en plus de junk news, de junk data. Il y a là une énorme inégalité. Et on n'a pas commencé à réfléchir à la façon dont on doit protéger les gamins des milieux défavorisés, des contenus complotistes, des contenus pourris. Et moi, personnellement, j'ai été affolé de voir comment on a eu une énorme inégalité dans la fameuse affaire Raoult et la fameuse affaire de la chloroquine entre les milieux bien informés qui sont très majoritairement convaincus de l'escroquerie qu'a été la chloroquine, et puis les milieux, par exemple, comme les Gilets jaunes, où une très très large partie des gens ont adoré Raoult. Les sondages qui ont été faits il y a un an ont montré que 80% des Gilets jaunes adhéraient complètement aux thèses de Didier Raoult. Et donc, entre les gens informés, capables de comprendre comment fonctionne un essai clinique, comment fonctionne un médicament, et puis les Gilets jaunes qui sont tombés amoureux du gourou Didier Raoult, oui, il y avait un écart énorme. Et ces écarts, ils vont se multiplier, car le monde va devenir de plus en plus complexe. Et la manipulabilité des gens qui n'ont pas de culture scientifique et technologique va croître exponentiellement. Et on revient à notre sujet de tout à l'heure. Dans cet océan de données, la manipulabilité des gens moins malins, qui ont moins de mémoire, qui savent moins trier l'information, elle devient absolument extraordinaire. Gérald Bronner vient de sortir un bouquin formidable sur le sujet, L'apocalypse cognitive. Oui, nous sommes dans une crise cognitive majeure et il va falloir la traiter, sinon une partie croissante de la population va être manipulée par les margoulins, par les malhonnêtes, par les fous, par les groupes sectaires qui vont raconter de plus en plus de conneries.
Moi, je suis affolé de voir à quel point les gens sont séduits par les thèses d'un Silvano Trotta, qui a table ouverte chez François, le blog complotiste. Silvano Trotta qui explique que la Lune est creuse, qu'il y a des extraterrestres dedans, etc., etc. Les complotistes, aujourd'hui, ont une prise de part de marché, du marché de l'information, qui est angoissante parce qu'ils racontent des choses très simples, accessibles à tout le monde, et les discours complotistes sont 1000 fois plus simples à comprendre que les discours scientifiques sur les biotechnologies ou sur l'épidémiologie des virus à ARN. Moi, j'ai été amusé de voir comment les gens imaginaient pouvoir comprendre la génétique des virus comme celle du Covid-19 en quelques minutes sur les réseaux sociaux, alors qu'il faut 1000 jours de travail acharné pour commencer à comprendre la génétique des virus. Voilà. Juste pour terminer sur ce sujet, le discours complotiste est quand même ultra minoritaire. Alors, Monsieur Laurent Alexandre, malheureusement, cet entretien… Non et non. Le discours complotiste, il n'est pas ultra minoritaire, il est extrêmement fort, il croît très vite, et les réseaux quanonistes ont complètement pris le contrôle des antivax en France. J'ai bien étudié ça sur les réseaux sociaux ces derniers mois, et donc il n'est pas marginal. Aussi incroyable que ça paraisse, les réseaux complotistes les plus fous, et notamment Quanon, se sont implantés en France. Moi, j'ai longtemps cru qu'ils étaient marginaux, et en fait, ils ne le sont pas, et ils ont des relais très, très, très puissants dans les médias complotistes qui sont écoutés et qui sont crus par de plus en plus de Français. Très bien. Alors, moi, je pense quand même que dans la vraie vie, ça reste marginal, mais en tout cas, j'ai encore deux petites questions. Alors, je précise encore une fois que vous ne connaissez pas les questions que je vous pose. Alors, c'est une question plus personnelle, donc si elle vous dérange, vous n'y répondez pas. Enfin, il n'y aura pas du tout de problème. Vous avez déclaré en fait dans un entretien que vous êtes issu d'une famille de juifs yiddish. Et en fait, je voulais avoir deux questions là-dessus. Ma première, c'est est-ce que vous croyez en Dieu? Et comme vous avez beaucoup parlé de la mort, pour vous, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Alors oui, j'ai des ancêtres yiddishophones qui sont venus en France au début du XXe siècle pour fuir les pogroms antisémites. La partie de ma famille qui est juif ashkénaze était totalement athée. Elle s'est assimilée, elle s'est intégrée complètement dans la société française très, 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 très vite. Et de cet héritage ashkénaze, je n'en ai pas gardé une croyance en Dieu, puisque les deux branches de ma famille, la branche d'origine catholique et la branche d'origine juive ashkénaze, sont toutes les deux athées. Et donc, il était logique que je devienne plutôt athée et non croyant que grenouille de bénitier ou quelque chose comme ça. Et juste très rapidement, parce que le temps, malheureusement, s'écoule très vite. Et après la mort, qu'est-ce qu'il y a après vous? Il n'y a rien ou, enfin, Après la mort, il n'y a rien. Pour l'instant, tant que la mort de la mort n'est pas là, tant qu'il n'y a pas de dispositif qui permette de stocker nos connaissances, notre savoir dans des ordinateurs, ce qu'on appelle l'uploading, et qui arrivera probablement et progressivement dans les siècles qui viennent, donc il n'y a rien. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que les gens souhaiteront la mort de la mort par les technologies bioélectroniques. C'est pour ça que je pense que les technologies d'uploading, c'est-à-dire pour stocker une partie de notre âme, de notre conscience dans des ordinateurs avant notre mort, auront une grande popularité lorsque la technologie fonctionnera dans les 50 à 200 prochaines années. Donc je pense qu'il n'y a rien. Et je pense qu'il faut vivre sans Dieu. Il faut développer une morale sans Dieu. C'est pas parce que
il n'y a pas de Dieu, qu'il faut se comporter comme un pourri. Et il y a des tas de pourris qui l'étaient en croyant en Dieu. Luther s'est comporté comme le dernier des salauds, avec un antisémitisme forcené et délirant à la fin de sa vie. Torquemada croyait en Dieu et c'était une ordure. Et contrairement à ce qu'on pense, Hitler n'était pas un libre penseur, il croyait en Dieu et il croyait que euh, son combat contre les Juifs était dicté par la transcendance. Donc des pourris croyants, il y en a eu beaucoup. Le fait de croire en la transcendance n'est pas une garantie de bonne moralité. Le fait de ne pas croire non plus. Donc on peut avoir une morale, on peut avoir une éthique en ne croyant pas en Dieu. Et je pense que notre monde devient de plus en plus laïque et libre-penseur. On voit que même dans le monde arabo-musulman, la croyance en Dieu diminue d'à peu près 1% chaque année, hein, ce qui est un phénomène majeur, un phénomène souterrain profond dans le monde arabo-musulman. Donc, on va vers une minorité de croyants dans, dans nos pays, quels qu'ils soient, et il va falloir inventer des morales, des philosophies de l'histoire adapté à ce recul de la croyance. Écoutez, très bien, ça sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Laurent Alexandre. Merci.